Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir et merci de nous retrouver sur Info Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission d'entretien à bâton rompu, la ligne rouge ce soir. Au menu des échanges avec notre invité, nous parlerons du pacte colonial entre le Cameroun et la France. Ce pacte est-il caduc? On en parle ce soir, signé en 1960 et renouvelé en 1974. Ces accords secrets qui conféraient à la France, d'après plusieurs ouvrages, l'exclusivité des richesses du sous-sol camerounais pendant plusieurs décennies a ressurgi cette semaine à travers les réactions sur la toile. Il faut dire que l'iniquité des accords coloniaux frappés certes du sceau de la confidentialité n'ont cessé de susciter des critiques les plus acerbes, parfois des patriotes et autres nationalistes. Notre hôte ce soir, qui est un militant de la première heure du parti historique, nous livra sa lecture sur le sujet. Un pacte de non-agression entre Yaoundé et Malabo, on en parlera au cours de cette émission ce soir. Cette semaine, le différend frontalier entre ces deux pays voisins de la CEMAC, entendez la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, s'est tenu à Yaoundé les 29 et 30 juin 2020. Concertation qui réunissait le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense du Cameroun, Joseph Betty Assoman, et son homologue de la Guinée équatoriale, Leandre Bekale Nkogo. Concertation initiée par ailleurs par les chefs d'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya et Obiangema Bazogo de la Guinée équatoriale. Mais cette rencontre a-t-il permis de réelles avancées dans une coopération qui a connu quelques zones d'ombre depuis quelques temps? On en parle également dans le cadre de cette livraison, la ligne rouge ce soir. Le projet de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun fera également l'objet d'échanges avec notre hôte ce soir, ce d'autant que Paul Tassan était sur le terrain cette semaine. Le coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction et de développement de ces deux régions chrysogènes est allé sensibiliser les populations sur l'imminence de ce plan Marshall du président de la République. Quel est le regard de l'Union des populations du Cameroun sur cette actualité? On en parlera tout au long de cette émission. Lancée en 2006 dans un contexte de crise et sous la pression, selon plusieurs analystes, des partenaires au développement, l'opération d'assainissement de la fortune publique a-t-elle produit l'effet escompté? Le bilan dressé au bout de 14 ans fera également l'objet d'échanges ce soir. Et puis dans un environnement loin d'être serein, certaines sirènes suscitent l'inquiétude. C'est le cas du mouvement 10 millions de nordistes. Comment comprendre ces agitations ethniques dans une république? Le sujet fera également l'objet d'échanges. Faut-il ouvrir le capital des entreprises publiques au Cameroun? C'est une problématique qui fera également l'objet d'échanges avec notre invité, ce d'autant que la question se pose désormais avec acuité compte tenu de la contre-performance enregistrée par plusieurs entreprises étatiques. Notre invité ce soir, qui est par ailleurs manager de formation, nous donnera sa lecture sur le sujet. Un peu plus de 12 000 personnes testées positives au Covid-19, un peu plus de 300 décès déjà enregistrés au Cameroun. La survenance de cette pandémie du Covid-19 impacte certes sur l'économie du pays, mais demeure une préoccupation de tous les instants. Des solutions endogènes sont pourtant suggérées par plus d'un pour en venir, pour pouvoir résoudre cette pandémie. Que pense notre invité ce soir? Des solutions endogènes d'ailleurs qui ont été saluées et encouragées par le président de la République lors de son adresse à la nation. C'était le 19 mai dernier. On en parlera tout au long de cette émission. Et puis au Gabon, on reviendra sur la dépénalisation de l'homosexualité, finalement adoptée par la Chambre haute du Gabon. Ce vote a relancé cette semaine le débat sur ce sujet tabou. Notre invité nous rendra également son avis. Puis en deuxième dorsale, nous parlerons ce soir de l'Union des populations du Cameroun, de cette querelle de leadership qui n'en finit pas, des rapports entre notre hôte ce soir et plusieurs responsables de cette chapelle politique. Nous parlerons également de son désistement, alors qu'il était pressenti pour occuper la fonction prestigieuse de secrétaire général de cette formation politique. Nous reviendrons sur les ambitions de notre invité ce soir, de ses rapports avec plusieurs formations politiques, également des rapports de l'Union des populations du Cameroun avec
plusieurs formations politiques et on saisira l'opportunité de sa présence pour dresser son bilan à la tête de la municipalité de Makak. Voilà pour ce qui est du menu des sujets qui feront l'objet d'échanges de ce soir. Dans le cadre de cette livraison de la ligne rouge, à présent, je vous propose de suivre le profil de l'invité. C'est après ce léger break. À tout de suite. Dans l'un des salons UP de sa résidence somptueuse, située à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, Sylvestre Lebel Niek conserve soigneusement les portraits des nationalistes, figure de pro de l'Union des populations du Cameroun, sa formation politique, son modèle idéologique étant le pendule Rubin ou Mniobé. Je dirais que je suis simplement l'ordinaire citoyen camerounais qui, comme tous les autres jeunes, la jeunesse en temps d'esprit, de son âge, a fait des études relativement bonnes, a eu la chance de connaître une carrière professionnelle relativement bonne également, s'est engagé en politique très tôt et arrivé au sommet de son parti à temps, malheureusement a tardé à avoir, j'ai pu de la récompense qu'il méritait un peu tard. C'est pourtant l'admiration, vos princes d'Ika Akwa, qui va le pousser à intégrer le parti du crabe avant sa légalisation. En 1992, ce natif de Makak, dans le département d'Union et les régions du centre, au Cameroun, est élu secrétaire général du mouvement des jeunes de l'UPC. Une ascension qui lui a permis de travailler avec le regretté Augustin Frédéric Kodok, son modèle politique. Concrètement, je suis entré à l'UPC parce que le côté qui m'intéresse en 91, comme militant, n'ayant rien perdu, n'ayant aucune rancune, mais ayant lu Ruben Mniobé, ayant adhéré à sa pensée. Et 2 ans après, j'étais le secrétaire général de l'organe des jeunes de l'UPC, en 92. Et donc, membre du comité directeur de l'UPC. Et depuis lors, je suis resté au sommet. Du parti, tout au moins. Vous savez, le sommet de l'UPC n'est pas comme le sommet des autres partis. Le sommet de l'UPC, c'est un problème de servir et de servir toujours. L'actuel secrétaire général adjoint du parti historique, bien qu'issu d'origine modeste et élevé dans une famille monoparentale, a eu une carrière riche, couronnée par une nomination à la direction générale d'une des sociétés du groupe Bolloré, une multinationale. Maintenant, sur le plan professionnel, j'ai eu la chance d'être aux bons endroits, au bon moment. Et c'est pour ça que je suis un ancien cap d'une multinationale que je ne citerai pas, parce que je ne peux pas la préciser pour ça, qui s'est mis à son propre compte en 2005, qui a cherché les voies et moyens pour que ses frères trouvent l'emploi, qui dans ce sens a un peu réussi, qui a créé un cabinet pour se mettre au service de son gouvernement et donc des autres institutions, notamment le cabinet Orion Consulting and Development, qui travaille depuis une dizaine d'années dans ce cadre-là, et qui ne peut pas dire qu'il meurt de famine. Mais ce qui me rend le plus fier, pour être précis, c'est que j'ai l'impression, c'est une impression que je partage avec beaucoup de Camerounais, que je suis en phase avec la plupart de mes frères. Frères étant pris au sens là, je t'aime, mes compatriotes, pas seulement mes frères du village, parce que je me veux un citoyen du monde, mais je dois également reconnaître que j'ai la chance d'être reconnu en dehors des frontières nationales, et c'est pour ça que je suis toujours parti. Vivement donc que les frontières s'ouvrent, afin que je puisse rendre service à ceux qui attendent de moi l'expertise qu'ils m'ont donnée à avoir. Son parcours scolaire et académique est tout aussi éloquent. Mais sans prétention, je voudrais quand même dire que je suis né exactement le 9 août 64 à Makak, au dispensaire urbain de Makak, qu'on appelait à l'époque. Je n'ai pas fait la maternelle parce que je suis issu d'une famille monoparentale et ma mère à l'époque ne comprenait pas qu'un enfant devait aller à la maternelle avant d'attaquer le cycle primaire. Nous n'avons pas connu la chance d'être à la maternelle. Je suis entré à 6 ans à l'école primaire. 6 ans après, j'avais le CPE, j'ai eu le concours d'entrée en 6e au lycée des EK. Je suis allé comme tous les jeunes de mon âge à mon époque. Je suis rentré pour cause de famille Nokosako, d'où je suis parti en seconde pour le collège d'Iberman. J'ai eu la chance d'avoir
le probatoire C au collège d'Iberman. J'ai échoué le bac C au collège à l'oral. Et le père Guy de Billy, recteur à son époque, avait estimé que je ne devais pas échouer, a questionné les résultats et s'est rendu compte que j'avais une note éliminatoire en anglais, dont 0 sur 20. Et m'a donc conseillé d'aller au lycée bilingue de Boya, où j'ai eu mon bac C. Il paraît que dans ma promotion, je ne sais pas avant ou après, il y avait le premier ministre actuel. Donc c'est un privilège. Donc je suis la conjonction de deux cultures de ce fait. La culture francophone qui est de nature, je suis né francophone, mais j'ai eu beaucoup d'amis et j'ai partagé une partie de ma formation au lycée bilingue de Boya-Moliko, comme on appelait en son temps. Après ça, je suis allé à l'université de Yaoundé comme tout le monde à son époque, d'où j'ai fait, après ma licence, le concours d'entrée sur titre, il faut le dire ainsi, à l'école de commerce de Douala. 2 ans plus tard sorti, nous avons eu la chance d'avoir un concours appelé concours jeune promoteur. Les 2 premiers allaient à comment on appelait, HEC Montréal, et les 3 parmi les 5e qui n'étaient pas les derniers allaient à HEC Paris. Je n'étais pas parmi les 2 premiers, j'ai eu la chance d'être parmi les 5 premiers. Et je me suis retrouvé à HEC Paris, d'où je suis sorti en 2005. Et j'ai eu la chance d'être recruté à la sortie par le groupe Bolloré, où j'ai servi pendant 11 ans. Déjà comme chargé d'études au département études et prospectives, et comme directeur général rentré au Cameroun, les 2 entreprises HFC et CIBAF. Aujourd'hui, maire émérite de la commune de Makak, Sylvestre Lebel Niek est un manager qui a su diversifier ses activités à travers ses sources de revenus et n'hésite pas à prodiguer des conseils aux jeunes en quête d'autonomie. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je partage chaque jour avec mes frères camerounais. Et j'ai commencé à le faire dès que je me suis mis à mon propre compte. J'ai eu la chance de rencontrer des amis qui m'ont aidé à mettre sur pied une entreprise, la première des miennes, une entreprise forestière, je ne citerai pas ici. J'ai eu la chance de rencontrer le ministre Naondoa, j'aime le citer, qui m'a attribué la première forêt de ma vie, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Nonobstant ce que j'ai pu avoir après, je devrais remercier ce monsieur, qui n'est ni de mon aire géographique, qui n'est de mon imagination, ni encore mon ami, mais à l'époque me disait, j'aimerais accompagner les jeunes qui sont ambitieux. Je partais du groupe Bolloré, j'étais général du multinational, qui choisissait d'être à son propre compte, et qui était en réalité à l'époque le suicide. Il m'a accompagné, je voudrais lui dire à l'occasion merci. Marié et père de plusieurs enfants, Sylvestre Lebel Niek est un symbole de réussite et d'abnégation. Philanthrope et humaniste, cet UP6 affable a pour devise « Servir, toujours servir ». J'ai créé plusieurs entreprises que je ne citerai pas ici. Je suis venu mettre par la force des choses à la demande des populations qui estimaient qu'elles avaient fait suffisamment pour moi. Parce que la réalité, c'est que je suis la conjonction de beaucoup d'efforts des populations de Makak. Et lorsque j'ai été souhaité pour être maire, j'ai pris ça non pas comme un métier, encore moins un emploi, mais comme un instrument de régulation de la vie en société. Ça veut dire que les gens vous ont formé, vous ont accompagné, vous grandissez, vous mettez au service des mêmes personnes. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir servi mon peuple. Et c'est pour ça que la plupart des gens de Makak m'appellent maire émérite. Vous savez, les maires émérites sont ceux qui ont passé beaucoup de temps. Moi, j'ai passé 6 ans et demi à la commune de Makak. Les gens estiment que j'ai fait suffisamment par rapport à mon époque, par rapport au contexte qui était le nôtre, par rapport aux ressources dont je disposais à l'époque. Maintenant, j'ai été, disons-le ainsi, pour ne pas être cru, empêché d'aller aux élections, donc je n'ai pas défendu mon mandat. Les populations n'ont pas eu l'occasion de défendre ou de m'apprécier ou de dire que j'avais mal travaillé. Bon gré, mal gré, je suis en retraite municipale et c'est avec beaucoup de plaisir que je parle de mon village que je visite très régulièrement. Mais entre ces multiples entreprises qui font florès son engagement politique, l'ancien édile de Makak a toujours le ton de s'occuper d'une autre de ses passions, l'archéologie. Bon, je voudrais expliquer que la particularité de ces ouvrages d'art, c'est que personne ne les a fabriqués. C'est des trucs qu'on ramasse soit dans la forêt, qui est l'une de mes passions, soit dans les fonds de rivières de chez nous. Et c'est comme ça qu'ici, c'est l'Afrique d'Odu, telle qu'on l'a connue avant, telle qu'elle n'aurait pu jamais changer, telle qu'elle devrait être. Ici, c'est l'Afrique qui a été dépouillée de son essentiel par l'Occident. Ici, c'est la puissance que malgré tout, l'Afrique a été dépouillée. Nous avons le devoir de le mettre en place et avancer. C'est la même chose ici. Ici, c'est la mystique
des gens qui doivent se mettre ensemble. C'est pour ça que vous voyez ces trucs tordus, parce qu'en réalité, c'est aussi la complémentarité de l'intelligence. De manière que, mis ensemble, on puisse nous comporter comme un avion qui devrait survoler les autres. Ici également, c'est le signe de la mystique africaine, parce que vous savez, en cette période de Covid-19, nous avons la chance d'avoir des remèdes, des médicaments qu'on appelle pas des remèdes, qui peuvent nous servir, auxquels le monde scientifique n'y croit pas. Mais on doit y croire, c'est ça le symbole. C'est la même chose ici. C'est le signe lorsqu'on s'est soigné et on continue à travailler. Ici également, c'est le signe de la perspicacité, c'est la résilience. C'est-à-dire, malgré tout, c'est un type qui plie les chines, mais en réalité qui ne rompt pas. Ici, à la fin, c'est l'Afrique qui est disposée à aller à la rencontre des autres pour donner, mais également recevoir. C'est le vase qui va recevoir ce que les gens vont nous donner pour qu'ensemble, nous mettions en place ce qui va permettre au monde d'évoluer demain. Voilà à peu près le signe de ces ouvrages que moi j'appelle l'art archéologique. Je rappelle ce soir que vous pourriez adresser vos questions à l'invité, les belles Sylvestre Niek, maire émérite de la commune de Makak, secrétaire général adjoint de l'Union des populations du Cameroun. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie, monsieur Sanjo. Et vraiment, je suis surpris de la présentation que vous avez réussi à faire de moi. Vous ne vous êtes pas beaucoup trompé. C'est vrai que c'est des choses dont on ne parle pas suffisamment. Mais merci pour cette présentation qui me rappelle également ce que je suis en réalité. Alors, monsieur le maire ou monsieur le secrétaire général adjoint, ce sont d'ailleurs deux casquettes politiques qui nous intéressent ce soir. J'aimerais qu'on commence par les questions d'actualité puisqu'on entrera dans le vif du débat concernant le fonctionnement de l'Union des populations du Cameroun. Votre bilan, évidemment, à la tête de la municipalité de Makak fera l'objet d'échanges ce soir, mais parlons des questions d'actualité. La première que j'ai pratiquement envie de vous poser ce soir, l'on parle beaucoup de ces accords signés entre le Cameroun et la France, pratiquement au lendemain de l'indépendance du pays. Le parti auquel vous appartenez est créé en avril 1948, pratiquement plus de 10 ans avant l'indépendance de notre pays, 12 ans très exactement. Alors, quelle est la lecture que vous portez sur ces accords coloniaux déjà qui ont été signés entre le Cameroun et la France il y a pratiquement 5 décennies? Disons que c'est un abus de langage que d'appeler ça accord. Parce qu'un accord suppose que deux parties qui ont des intérêts bien compris et partagés s'asseyent en termes de droits et obligations et signent. Ce qui s'est passé entre le Cameroun et la France, c'est ce qu'on peut appeler un droit abus de faiblesse. Ça veut dire que vous avez des gens qui arrivent au pouvoir d'une certaine façon et vous les utilisez pour, je peux dire, augmenter votre influence au sein de leur communauté. Et du coup, vous leur mettez des camisoles de force, notamment les accords de défense, des accords économiques, des accords financiers. Et à un moment donné, c'est une camisole de force. Maintenant, est-ce qu'il faut appeler ça accord? Oui, puisque c'est écrit ainsi. Donc, de mon point de vue, un accord où une partie n'est pas véritablement, n'a pas partagé, n'a pas ses intérêts, donc qui ne sont pas clairs, n'en est pas un. Il s'agit d'un abus de faiblesse d'un pays puissant par rapport à un pouvoir qui vient d'arriver et dont l'essence principale est de rester, mais de l'autre côté également de contrôler tout ce que vous avez. Alors, on parlait beaucoup de la fin de ces accords. Plusieurs réactions de quelques analystes ont remis le sujet au goût du jour et on indiquait très clairement que le Cameroun, finalement, sous le régime du renouveau politique, est parvenu à mieux négocier ces accords-là qui semblaient conférer, selon quelques confidences, l'exclusivité de quelques richesses du Cameroun à la France. On aurait attendu que l'Union des populations du Cameroun saluât finalement le doigté avec lequel le régime actuel a pu mener à bon port ces accords qui, selon certains, sont arrivés à terme. Bon, disons qu'il ne s'agit pas pour nous d'apprécier ou non. Il ne me souvient pas qu'il y ait un document. Vous qui êtes un parti de revendication, vous n'avez pas été ému de constater... Nous ne sommes pas qu'un parti de revendication. Je suis désolé, l'UPC est un parti progressiste
qui est disposé... Et qui a longtemps milité pour l'indépendance bien sûr, du Cameroun. L'indépendance pour nous était un droit. Vous savez, la différence entre les anglophones et les francophones, c'est que les anglophones ne négocient pas leurs droits. Dans les accords de tutelle, il était bien écrit que lorsque les Camerounais seront prêts, ils installeront la souveraineté nationale. C'est ce que nous avons fait. Malheureusement, ceux qui ont cherché au début la réunification d'abord, l'indépendance après, n'ont pas eu la chance d'être au pouvoir. Je dirais même ils ont été écartés du pouvoir, pour la plupart tués. Et ce qui arriva, c'est qu'on aurait pu prévoir. C'est-à-dire que le pouvoir a été remis à ceux qui en voulaient le moins possible. Parce qu'il ne faut pas avoir le pouvoir pour le pouvoir. L'UPC était préparé à gérer le Cameroun pour le bien-être des populations du Cameroun. J'ai fait la différence entre la population du Cameroun et la population camerounaise. Parce que l'UPC, c'est l'union des populations du Cameroun, pas l'union des populations camerounaises. C'est-à-dire qu'il suffit que vous habitiez le Cameroun pour que l'UPC s'intéresse à votre bien-être. Malheureusement, la réunification s'est passée, comme vous pouvez le savoir, après l'indépendance. Et nous assistons aujourd'hui, dans le cadre du conflit qui est devenu la crise anglophone, il faut l'appeler ainsi, au procès de la mauvaise réunification en réalité. Donc, l'UPC aujourd'hui, si on avait vu un document mettant un terme aux accords entre la France et le Cameroun, on aurait pu les lire, comprendre, afin de prendre position. Mais, en l'absence d'un tel document, il faut quand même reconnaître que c'est comme la sauce. Vous savez, lorsque vous avez une sauce très salée, il y a plusieurs façons de diminuer son niveau de salinité. Pour ajouter de l'eau, pour faire une autre sauce, mélanger tout ça. Le président Biya a, depuis je crois 89, diversifié la coopération internationale. Oui. Ce qui a permis que l'exclusivité dont la France se targuait baisse. Et aujourd'hui, on en est là. C'est pour ça que vous pouvez voir sur le microcosme politique, économique et social, les Américains, les Français, les Chinois, mais également les pays comme le Maroc, la sous-région. C'est tout ça qui permet qu'à un moment donné, un pays s'affranchisse du joug, je ne dis pas la colonisation, le joug d'un pays qui nous a mis une camisole de force. Je voudrais qu'on dise un mot à présent sur le différend frontalier entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Cette semaine, la concertation s'est tenue à Yaoundé entre une délégation conduite par le ministre équato-guinéen de la Défense et le ministre camerounais de la Défense, sous l'initiative évidemment des deux chefs d'État du Cameroun et de la Guinée équatoriale. D'abord, la première lecture de l'acteur politique que vous êtes sur ce différend frontalier, vous vous dites, ça n'avait pas lieu d'être? Non, disons que lorsque vous avez des frontières avec notre pays, la gestion des frontières est permanente. C'est pour ça qu'il y a des commissions permanentes de gestion des frontières. Maintenant, il se passe malheureusement qu'au moment où on parle de l'ouverture des frontières entre les pays, tout le monde, la CEMAC, nous avons un voisin qui, quelquefois, c'est mon point de vue, je voulais l'assumer, assume l'amour propre. C'est-à-dire, dans l'imagerie populaire, on a souvent l'impression que les Camerounais vont se chercher en Guinée équatoriale. Moi qui ai travaillé à côté de la Guinée équatoriale, je dois vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Les Camerounais ne vont pas que se chercher. Les Camerounais sont allés construire la Guinée équatoriale. Évidemment, pas pour rien. Donc, à un moment donné, c'est devenu une diplomatie de caprice. Il suffit que un Camerounais et un Équateur-Guinéen ne s'entendent pas pour que le lendemain matin, la frontière, surtout du côté guinéen, Équateur-Guinéen soit fermée. Bon, ce qui s'est passé à Yaoundé, j'ai fait une double lecture. Il n'y a pas longtemps, la Guinée équatoriale avait entrepris de construire un mur entre le Cameroun, entre eux et nous. Et qui dit mur, qui dit séparation étanche, veut dire que deux parties doivent s'asseoir pour s'entendre, parce que les limites, quelquefois, ne sont pas étanches partout. Et c'est pour ça que je voudrais questionner, parce que les frontières sont gérées par le ministère de l'Intérieur. Oui. Lorsque c'est le ministère de la Défense qui gère ça, ça veut dire qu'il y a une connotation de conflit. Le conflit a été évité parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y avait des bruits de bottes à la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, et que le ministre de la Défense essaye pour aplanir ce différend entre deux peuples frères d'ailleurs, ne peut être capricieux à sa juste valeur. Alors, vous qui êtes panafricaniste, lorsque vous observez un tel conflit, vous vous dites l'intégration sous-régionale a du pain sur la planche? Je dis quel gâchis. Ça veut dire que, voilà des petits... Si le Cameroun, je veux le dire ainsi, si le Cameroun avait été un pays expansionniste, la Guinée n'existerait pas. Fernando Po n'existerait peut-être même pas le Gabon. Mais nous avons eu la chance qu'à un moment donné, c'était des divisions, je peux dire, occidentales que nous avons assumées. Les frontières héritées de la colonisation, nous avons assumé, et c'est pour le bon de nos peuples. Mais le danger, à un moment donné, viendrait du fait que tout le temps,
On parle de la même chose et on fait le contraire. L'intégration signifie que chacun baisse un peu de son amour propre, de son orgueil personnel, au profit de la communauté de la CEMAC. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a longtemps, je ne savais pas. Je suis allé dans les pays de la CEMAC à un moment donné, mais j'avais pris les visas pendant qu'on comprenait cette communauté. Donc, quand on voit ça, on se dit vivement l'intégration, mais ce n'est pas pour demain. Parce que, vous savez, pour accepter d'être ensemble, il faut accepter de diminuer un peu de son pouvoir. Ce n'est pas encore le cas pour les uns. Est-ce que c'est des égos de leadership, à votre avis, qui peuvent justifier aujourd'hui qu'il y ait quand même des goulots d'étranglement au niveau de la CEMAC pour que le processus d'intégration ait un retard dans son implémentation? Je voudrais vous dire quelque chose, M. Sanjo. Il s'agit certainement des orgueils, je peux dire, des égos surdimensionnés, certes, mais il s'agit également de la supposée, moi je veux dire ça. Il y a des pays, à un moment donné, qui ont eu la manne pétrolière et qui ont cru qu'il suffisait d'avoir la manne pétrolière pendant quelques années pour prendre le leadership. Non. Dans le leadership, il faut voir constance, c'est-à-dire, il faut voir diversité. Si vous avez une économie basée sur un seul produit, il suffit que les marchés flanchent un peu pour que vous soyez à terre. Donc, à un moment donné, vous savez, ça s'est passé au Gabon, il y avait beaucoup de pétrole. À un moment donné, il y en avait en Guinée équatoriale. Et du coup, on a cru que le Gabon, à un moment donné, la Guinée équatoriale pouvait prendre le leadership. Il ne s'agit pas de ça. Véritablement, une économie ici tient à beaucoup plus de choses qu'une matière, à un moment donné, qui est féconde sur le marché international. C'est pour ça que le Cameroun, ça peut ne pas plaire, mais dans la zone CEMAC, que ce soit sur le plan géostratégique, que ce soit sur le plan économique, le Cameroun va rester encore longtemps leader de la zone, sans prétention, sans orgueil. Leader de la zone, c'est un problème de service. Ça veut dire que si vous êtes leader, vous ne servez plus que les autres. C'est pour ça que je pense que le président Biaké assure actuellement, je parle de la présidence tournante de la CEMAC. De la présidence, effectivement, de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Et le plus ancien, au grade le plus élevé de ces chefs d'État, le plus expérimenté, mais également, à un moment donné, le plus âgé. C'est le sage de la zone et je pense qu'il apporte ou il devrait apporter beaucoup à ses pairs de la CEMAC, de manière qu'à terme, qu'on soit dans une situation où on peut se parler d'égal à égal, même si nous avons des économies qui ne sont pas tout à fait égales. Le problème et l'objectif pour nous étant de permettre au moins que les échanges, à la fois commerciaux et même, je peux dire, sociaux, entre le Cameroun et les autres pays se passent bien. Parce que le plus important pour nous, c'est de savoir qu'on peut aller... Vous savez, je prends un peu comme les femmes. Il y en a au Gabon, il y en a en Guinée, il y en a au Cameroun. Les frontières ne sont que des, je peux dire, des tracés sur des cartes. Pendant qu'on faisait, on a bien séparé des familles. Il faut bien qu'à un moment donné, ces familles se parlent librement. Qu'on puisse partir du Cameroun pour aller commercer ou même rendre visite à son cousin qui est au Gabon librement. Qu'on puisse faire la même chose dans le sens inverse, au Tchad et partout. Malheureusement, il se passe qu'à l'heure actuelle, en fonction des intérêts des uns des autres, vous savez également. Parce que selon qu'on a été mal élu ou bien élu, on a des intérêts qui peuvent diverger avec d'autres pays. C'est pour ça que j'ai dit vivement, parce que la gouvernance globale au niveau de la CEMAC va impacter sur, je peux dire, le libre-échange. Dans le cas contraire, si au Tchad on est élu d'une certaine façon, au Cameroun, le temps que quelqu'un s'assied pour asseoir son pouvoir, il va s'occuper de lui-même. Et ne va malheureusement pas s'occuper de la zone CEMAC. Dans l'intégration, ce n'est pas pour demain. En tout cas, moi, c'était un souhait. Mais l'impression que j'ai, c'est que, bon, maintenant, demain, c'est quand? On ne sait jamais, vous savez, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Demain peut être demain comme ça peut être dans 10 ans. Un mot sur la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Paul Tasson est sur le terrain. Sensibilisation oblige dans l'imminence de l'implémentation du plan présidentiel de reconstruction de ces deux régions chrysogènes. L'une des tendances, on parlera justement de l'Union des populations du Cameroun, a très souvent salué les initiatives prises par les pouvoirs publics pour apaiser les tensions dans ces deux régions-là. D'abord, sur ce plan de reconstruction, vous qui êtes UPCiste, convaincu, vous aviez le sentiment qu'on a la bonne approche en ce moment au Cameroun pour ce qui est de cette crise? Avant de juger de l'approche, vous savez, gouverner, c'est anticiper. Le problème anglophone, il faut l'appeler ainsi, du Cameroun occidental, pour rentrer dans l'histoire, ne date pas d'aujourd'hui. La chance que nous avons, c'est que le président de la République, le président de son excellence Paul Biya, en 1975 s'est occupé de ce dossier, avec notamment Dorothée Ndjema, je pense, à Boué-Machoy. C'est un dossier qu'il connaît. Mais à un moment donné, nous avons eu l'impression qu'on a laissé pourrir
quelque chose qui n'était qu'un problème qu'on aurait pu régler à travers des échanges réels, honnêtes et sincères, et arriver à une crise à cause de l'orgueil, de l'arrogance d'un camp. Il faut le dire, notre camp. Ce n'est pas pour encourager ce qui s'y passe à l'heure actuelle, mais j'ai dit à un moment donné, j'ai entendu dans ce pays des gens dire, nous allons même discuter avec qui? Dans une famille, lorsqu'il y a un problème, les gens s'asseyent pour en parler. Et lorsqu'on s'assoit... Est-ce que vous parlez des gens, pour ne pas vous interrompre et vous lancer simplement, les gens, vous les avez identifiés? Quels sont ces gens exactement? Je rappelle que la crise anglophone n'a pas commencé par la crise. La crise anglophone commence bien avant, vous savez, l'UPC qui a cherché la réunification de pays, sait de quoi il est question. Et c'est pour ça qu'en 83, c'est-à-dire après tout ce qu'on a fait 61, 72 et autres, en 83, le Cameroun a repris le nom d'une partie du Cameroun d'avant. À l'époque, certains anglophones avaient saisi le président de la République pour lui dire, pour s'en offusquer. Mais malheureusement, le contexte ne s'y prête pas. C'est-à-dire que quelqu'un vient d'arriver au pouvoir un an avant. Quand vous posez un problème fondamental, vous donnez l'impression de quelqu'un qui est contre lui. Et du coup, on a laissé. Et nous avons cru, comme d'habitude, que le temps allait régler ce problème. Malheureusement, à un moment donné, on a laissé les populations s'approprier du conflit. Les populations ont eu l'impression que ces gens, qui n'étaient pas tous des bandits au départ, pouvaient défendre leurs intérêts à cause de la gouvernance qui n'était pas partagée. Et aujourd'hui, c'est devenu une crise. Et dans la crise, il y a tellement... Quand vous faites la typologie des acteurs, il y a des acteurs politiques, il y a également des acteurs terroristes, mais il y a des opportunistes également. Et c'est pour ça que je voudrais saluer ici, tant il est que cette information que j'ai suivie cette semaine est vraie, qu'on aurait engagé des négociations ou des pourparlers tout au moins directs. Officiel, c'est pas encore confirmé. Voilà, je le dis ainsi, si c'est le cas, c'est une bonne chose. Parce que le danger dans ce pays, c'est de faire très peu et trop tard. C'est-à-dire, au moment où un problème commence, il faut le gérer. C'est un peu comme en 90, où arrive la démocratie. Est-ce que cela n'a pas été géré? Non, malheureusement. Vous savez quelque chose. Pour les revendications corporatistes, au début de cette crise, il y a eu des revendications. Le gouvernement a répondu en y apportant des solutions. Il y a eu le grand dialogue national qui a débouché sur une série de résolutions qui sont en cours d'implémentation. Est-ce que ce ne sont pas des réponses concrètes? Monsieur Sanjo, avant d'arriver au dialogue national, je voudrais vous dire quelque chose. En 91, les gens ont marché contre le multipartisme. Lorsqu'il est arrivé, les mêmes gens ont applaudi. Nous avons assisté à ça. Vous savez, je dis en 83, le problème se posait déjà de façon claire. Vous comprenez? Donc le président Biya savait bien qu'au-delà de ce qu'on voulait bien montrer, il y avait un problème purement politique. Tout le monde le savait. Mais on a réglé, on a traité par les symptômes. Il arrive qu'on fasse disparaître les symptômes, que la maladie finisse. Mais il arrive également que les symptômes que vous voyez ne soient qu'apparents. C'est pour ça que soit le problème du common law, le problème des avocats, ce n'était que l'aspect visible du vrai conflit. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce nombre d'acteurs de ce conflit en dehors de ce pays. Lorsque je leur reprochais d'avoir empêché que leurs enfants, et qui sont les nôtres également, aillent à l'école, ils me répondaient, monsieur Nyek, vous imaginez, lorsque l'UPC voulait l'indépendance, l'école, ça devrait être quoi? Si vous comprenez à peu près. Maintenant, nous avons, en 2014, l'UPC a saisi le président de la République pour demander qu'il fallait que le Camerounais s'assied autour d'une table, présidée par vous, monsieur le président, pour qu'on parle du Cameroun. Alors, nous n'avons pas été entendus. Nous avons été entendus, mais c'est arrivé un peu tard, et du coup, les crises se sont infustées. Et nous sommes là aujourd'hui. Maintenant, le grand dialogue national a fait appel à un certain nombre d'acteurs, mais pas tous. Vous savez bien que lorsqu'il y a un conflit, il y a des gens qui commettent des actes qui sont répréhensibles par la loi et qui ne peuvent pas venir sans garantie assister au dialogue. Ils n'étaient donc pas là. Ceux qui étaient là ont pris de bonnes initiatives. Je rappelle, pour le dire ainsi, que le plan de reconstruction était la manifestation de ce qui s'est passé au Grand. C'est bien sûr une résolution, une reconnaissance du Grand Dialogue national. Donc il faut l'apprécier. Mais maintenant, il faudrait le faire soit simultanément. C'est-à-dire pendant qu'on fait les plans, parce que c'est vrai qu'on a décrété la reconstruction, c'est vrai. Maintenant, la reconstruction suffit qu'on va budgétiser, on va programmer, on va planifier. Pendant qu'on budgétise, qu'on programme et qu'on planifie, il faudra bien que d'autres activités se mettent de manière que les cœurs soient apaisés. Parce que vous ne pouvez pas construire quelque part contre ces gens. L'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Mais je dis, le plus important, c'est qu'on ait mis la charrue. Que les bœufs soient devant ou derrière, ils nous appartiennent, nous tous Camerounais, de nous rendre compte que nous sommes tous Camerounais et que nous avons le devoir
de mériter l'appellation Camerounais. Très bien. Vous qui êtes au sein d'un parti politique Oui. qui a milité à la fois pour la réunification d'abord et indépendance après. du Cameroun, Oui. quelle est la panacée pour résoudre cette crise de manière définitive? Déjà, il n'y a pas de raison définitive d'une crise de sécessionniste. Il n'y en a pas. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est un peu comme si vous me demandez le remède qui va empêcher que le Covid-19 survive. Non. À un moment donné, on réduit la crise à sa plus simple expression et on vit. Parce que vous allez toujours voir des intégristes qui vont continuer malgré tout à dire qu'ils ne veulent pas être avec leurs frères. Oui. Mais je rappelle que nous pouvons rétablir l'ordre avec les armes, avec la force. La paix, malheureusement, ne se rétablit qu'avec le dialogue. C'est pour ça que je dis, au-delà du dialogue national pour lequel le PC a donné des propositions, au-delà du fait qu'on devrait continuer à parler, le dialogue dans ce cas doit être permanent. Des choses sont créées, mais au-delà de ça également, il faut percer l'abcès. Ça veut dire que les gens ont besoin d'être au centre de leur propre développement. Et c'est pour ça que je veux dire que nous avons adopté une constitution en 1996 dont la vision économique tournait autour de la décentralisation, le développement par la base. Malheureusement, de 1994 à 2018, nous avons l'impression qu'on ne marque pas suffisamment de pas. C'est l'impression que nous avons. C'est vrai qu'au Cameroun, on a ce qu'on appelle la progressivité, on est d'accord. Mais lorsque 1996 définit la vision, que les premières lois arrivent en 2004, 8 ans plus tard, que l'instrument de mise en œuvre arrive en 2017, il y a un problème. Maintenant, nous n'avons pas réussi à socialiser le grand corps qu'on appelle l'administration. Parce que tant que l'administration ne va pas accompagner cette vision, elle va toujours freiner des quatre fers. Et du coup, ça va créer d'autres comptes. C'est pour ça que vivement que les gens sachent que on ne discute pas de l'application de la Constitution. Et la décentralisation est une disposition constitutionnelle dans laquelle tout le monde s'est engagé. Et nous devons tout mettre en œuvre, chacun là où il est, de manière que ça marche. Lorsque ça marchera, vous imaginez que lorsqu'il y aura un problème de route à Bamenda, ou c'est pas moi à Bertois, les gens ne vont pas appeler Yaoundé. Ils vont appeler ceux qu'ils auront élus pour les gouverner. Donc, vivement que les gouvernements locaux que nous avons appelés ici, les conseils régionaux, se mettent rapidement en place, de manière que le développement soit une affaire régionale et que les gens s'adressent à leurs frères qu'ils ont élus lorsqu'ils ont des problèmes. Tant qu'on ne sera pas arrivé là, tant que pour faire route à Bamenda, il faudra que Yaoundé intervienne. Tant que pour faire quelque chose, il faudra bien que le président dise, il y aura toujours des problèmes. Donc, pour vous, le problème est davantage économique. Le problème est d'avant. Non, il y a un problème de gouvernance. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Lorsque vous avez même la simple impression que vous avez été oublié et qu'on refuse de parler avec vous, il peut vous arriver d'avoir un comportement regrettable. C'est ce qui se passe en zone anglophone. Aujourd'hui, on a la surenchère. Des gens qui voulaient parler hier avec leurs frères, parce que les mêmes gens vivent à Yaoundé, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, ils disent que non, nous ne sommes plus Camerounais. Langue de défense de M. Ayoub est qu'il n'est pas Camerounais et que lorsqu'il est enfermé au Cameroun, il a une déportation. C'est de la surenchère. Parce que nous n'avons pas, je ne dis pas que c'est lui, il n'est pas l'acteur, il n'est pas le seul acteur, hein, ils sont nombreux. Mais je pense que ceux qui nous gouvernent et qui sont là depuis ce temps savent bien ce qu'il faut faire pour mener à bien le dialogue permanent. Je dis bien le dialogue permanent. Le dialogue ne doit pas être un événement. On a fait un événement à Yaoundé, c'était bien, mais il faut continuer à dialoguer chaque jour. Lorsque la paix reviendra, lorsque les Camerounais vont à nouveau se faire mutuellement confiance, on pourra plus facilement reconstruire. Donc il n'y a pas de panacée, mais il faut se parler. Je voudrais qu'on dise un mot à présent sur l'opération Épervier. Cela fait 14 ans qu'on a lancé cette opération d'assainissement de la fortune publique. Plusieurs gestionnaires croupissent dans les pénitenciers au Cameroun. Vous, au bout de 14 ans, vous vous êtes dit que cette opération a permis d'améliorer la qualité de la gouvernance. De votre regard d'acteur politique, faut-il saluer cette opération Épervier? Finalement, faut-il s'en inquiéter? Moi, j'ai un autre regard, hein. J'ai une autre grille de lecture. Je ne vois pas ça à partir d'il y a 14 ans. Non. C'était une opération d'épuration politique avec un peu de recul pour vous, par exemple? Attendez, je pense à partir de 82. Lorsque le président arrive au pouvoir, il a sa triptyque qui est rigueur, moralisation, je crois quelque chose d'autre là. C'est un peu ça. Est-ce qu'avant d'arriver à l'opération Épervier, il a réussi l'opération de rigueur dans la gestion, de modération de comportement? Non. On est donc parti de la pédagogie de 82. À un moment donné,
on est tombé dans le gouvernement de l'opinion, où l'opinion disait que tout le monde a volé. Et le président répondait, moi je suis républicain, on va mettre les gens en prison sur la base de l'opinion, c'est simplement qu'il attendait, il voulait les preuves. Lorsqu'il les a eues, il a commencé à frapper. Maintenant, quel est l'objectif que le président s'est fixé? C'est pour ça que je reviens en 82 pour dire qu'il voulait moraliser les comportements. Oui. Malheureusement, n'ayant pas reçu le plan pédagogique, il est passé à la coercition. Oui. Maintenant, quel était l'objectif de la coercition? Est-ce qu'il fallait faire peur? J'ai dit oui aussi. Est-ce que ça a réussi? J'ai dit également oui. Vous savez, lorsqu'on vous dit que vous allez au TCS... Vous avez l'impression qu'on vole de moins en moins? Ce n'est pas une impression que j'ai. J'ai dit, peut-être qu'on vole même plus. Peut-être. Mais, vous savez, c'est qu'on ne se rend pas compte chaque jour qu'il y a des gestionnaires de crédit qui ne sont pas ministres, qui sont interpellés. C'est pour ça que ça ressemble à un film. Parce qu'on vous montre que lorsqu'on arrête les ministres, et du coup on commence à dire ça nous rapporte quoi. Mais on a bien moralisé. À partir de là-bas, il y a des gens il y a des caissières qui sont en prison pour avoir été complices de détournement de quelques millions. Moi, c'est une opération à saluer, mais à la différence, je voudrais quand même dire à un moment donné qu'il faudra que l'objectif soit connu. Nous n'avons pas réussi à moraliser le comportement à travers cette opération, parce que dans tous les cas, le vol n'est pas fini. Maintenant, on est arrivé à un moment donné où les gens commencent à croire. Vous savez, il y a pratiquement les militants du même parti qui sont en prison. Et ça dit que les autres ne volent pas. Ceux qui ne gèrent rien ne peuvent pas voler. Maintenant, il se passe également que sur le plan de l'analyse, je peux dire, sociologique, c'est les mêmes, c'est les 80% de ces gens qui sont en prison viennent de la même aire géographique, à quelques exceptions près. On commence à se poser la question, est-ce qu'il faut continuer? Mais il faut continuer à faire quoi? Je ne pense pas que le président Biya ait fixé un objectif de ramener l'argent à travers cette... Parce que lorsqu'on veut ramener l'argent de l'étranger, on procède autrement. Il y a des missions qui sont parties, les missions ont coûté plus cher que ce que ça récolte. Donc, de mon point de vue, c'est une opération à saluer. Mais je souhaite... On a déjà procédé à la restitution du corps du délit. Je voudrais souhaiter que ce ne soit pas une affaire d'initié. Ça veut dire que les gens ont l'impression que lorsque vous avez une autre ambition, oui, c'est en ce moment qu'on vous interpelle. Et la deuxième chose, c'est que nous avons l'impression que c'est le président qui pilote cette opération. Il ne devrait pas. Les procureurs devraient s'auto-saisir de l'enregistrement illicite et mener des enquêtes pour arriver. Mais on a l'impression qu'il faut que c'est le président qui donne le là dans cette opération. C'est pour ça qu'il y en a qui trouvent que c'est une opération à tête chercheuse. Ce n'est pas mon cas. Mais j'ai dit c'est une très bonne chose. Mais il faut recommencer à socialiser les gens de manière qu'on sache. Vous savez, vous ne pouvez pas demander à votre pays plus d'écoles, plus d'hôpitaux. On a vu la crise ici où on n'a pas système de santé propre. Nous voulons l'argent chaque jour, on n'aura pas le service. Donc il faut qu'on se dise, chaque fois qu'on a pris un peu plus d'argent qu'on ne mérite, on a empêché à un pan de la population de vivre. Et je voudrais dire, pour terminer dans ce sujet, que le président Biya a fait ce qu'il a fait. Il ne peut pas être partout. Il faudra que chacun de nous, là où il est, qu'il protège la fortune publique. Parce que la fortune a la malchance d'être la propriété de tout le monde et non de personne. C'est pour ça qu'on a l'impression. Et ce n'est pas un problème de vol. Hein. Éteindre l'ampoule de son bureau lorsqu'on sort le soir, c'est déjà protéger la fortune publique. Il faut que ces comportements reviennent et qu'on sache que nous ne pouvons pas demander plus de routes, plus d'hôpitaux, plus de médecins et voler le peu d'argent que nous avons. Abakak, vous avez posé des actes en termes d'assainissement de la fortune publique. Les initiatives à résultats rapides, est-ce que vous les avez implémentées au sein de votre municipalité où vous étiez? Nous avons eu la chance à Makak qui n'avait pas beaucoup de choses à voler. Vous savez... Non, s'il y en avait beaucoup, vous auriez quand même... Non, la chance que les maires ont, c'est que tous les maires, hein, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et moi, je parle de maires normaux et ordinaires comme moi je l'ai été. La loi protège le maire. Le maire n'est pas en contact direct avec les fonds publics. Parce que le maire est ordonnateur et n'est pas comptable. C'est la chance des maires. Il y en a que ça frustre, mais c'est ça qui est bien. Lorsque je suis arrivé là, nous sommes arrivés à la commune de Makak. On avait quelques... Vous savez, pour Makak, lorsque vous volez 100 000, vous avez trop volé. C'est pour ça que c'est un problème dont je n'aime pas parler. Oui. Et je suis arrivé, j'ai trouvé quelques camarades de classe qui travaillaient à la mairie. Il m'est arrivé de mettre l'un d'eux en cellule quelques jours parce qu'il avait volé 34 000 francs. C'était la somme exacte. Et ce qui s'est passé après, c'est que ça a servi de leçon à tout le monde. Et les gens se sont très peu mouillés, très peu prêtés à ce genre de choses. Très peu.
Vraiment. Mais moi, quand j'arrivais à la commune, je ne connaissais pas qui avait l'argent. Je voulais une commune qui est proche de ses populations. Et ça, nous avons réussi ce défi-là. Je voulais une commune où le maire devient quelqu'un qu'on peut voir sans intermédiaire. Nous avons réussi. Et à ce niveau-là, il n'y avait pas d'argent. Malheureusement, je vous ai dit, j'ai l'habitude de dire aux gens, la corruption ne peut pas finir tant qu'il y aura des corrupteurs. Et le corrupteur, quelquefois, est quelqu'un qui s'ignore. Prenez quelqu'un qui a une voiture, il fait le transport clandestin parce qu'il n'a pas les papiers pour. Généralement, le policier que vous êtes ne sait pas que vous êtes en train de faire le transport. Si vous êtes 5 personnes, c'est le nombre de places que votre voiture avait. Mais lorsque vous êtes à surcharge, vous donnez l'argent au policier, c'est vous qui lui donnez l'argent parce que vous voulez passer. Et malheureusement, il arrive que même lorsque vous allez à la messe avec vos 2 enfants et votre épouse, vous êtes 4 dans la voiture, vous êtes pour donner 1000 francs. Donc nous nous sommes battus à la commune de manière que les gens sachent que la corruption, c'est du terrorisme. Véritable terrorisme. C'est-à-dire, la corruption est pire que le terrorisme parce qu'en fait, le terrorisme est quelque chose qu'on peut savoir jusqu'où aller. Mais la corruption, chaque jour où quelqu'un doit signer un papier en demandant l'argent à son compatriote, vous gâtez l'administration et du coup les gens se lassent des services publics. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a très peu d'enfants qui ont des actes de naissance. Ça n'a l'air de rien. Vous n'avez pas un acte de naissance, vous n'avez pas une carte d'identité. Vous ne pouvez pas non plus, vous n'avez pas à l'école. Parce que les sociétés civiles ont commencé à monnayer les personnes. Nous avons combattu sur la dernière énergie. Vous savez, c'est un combat de tous les jours. Nous avons fait notre part. Vraiment que ceux qui sont venus après et ceux qui viendront après encore continuent. Je propose qu'on aborde 3 sujets pour en venir au sujet d'ordre thématique. D'abord, que l'on dise un mot sur l'opération qui a donc été initiée par plusieurs experts au sujet de l'ouverture du capital des entreprises publiques. Est-ce que ça peut être, à votre avis, et ça, c'est le manager de formation que je vais questionner ce soir, est-ce qu'on peut effectuer, à votre avis, un saut qualitatif si l'État entend ouvrir le capital des entités publiques? Je vous dirais même que l'État l'a fait tard. Parce que dans le modèle économique que le Cameroun s'est choisi après les indépendances, il n'était pas question que l'État devienne l'État producteur. Oui. Il était question que l'État régule l'économie. Évidemment, l'État doit réserver les secteurs de souveraineté, on peut comprendre ça. Mais à un moment donné, les Camerounais n'avaient ni la formation, ni les moyens de créer des entreprises. Et je pense en 1964, le Cameroun a créé la Société nationale des investissements. Avec, à l'origine, l'objectif de créer des entreprises ou de participer à la création des entreprises pour les céder au capital privé le moment venu. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, nous sommes restés longtemps dans l'état producteur. Et en termes de manager de ces entreprises, c'était des gens qui étaient des fonctionnaires et qui étaient habitués à gérer un budget. C'est des gens qui, sur le plan managérial, dépendaient d'un décret. Et pas de... Parce que vous savez, lorsque vous avez des comptes dans un conseil d'administration, un vrai conseil, vous dépendez de... Vous prenez par 2 avant de poser un acte. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a des secteurs que nous avons privatisés au profit des étrangers. Ça va être très difficile sur le plan même diplomatique et même économique de revenir là-dessus. Mais il faut trouver des formules. Maintenant, l'ouverture des entreprises, je ne vais citer aucune, hein. Je ne vais citer aucune entreprise, est une bonne chose. Il faudra qu'on expérimente le management privé qui a montré ses preuves. Il y a des Camerounais qui gèrent bien leurs entreprises. Maintenant, là où l'État a échoué, parce que les fonctionnaires, ce n'est pas une insulte, hein, c'est une habitude, c'est dans leur formation. Le fonctionnaire est nommé par décret présidentiel à la tête d'une entreprise. Il rend compte à celui qui l'a nommé. Et quelquefois, les résultats, quand ça ne marche pas, on a l'État qui est une vache à lait, qui va toujours continuer à donner l'argent. Dans le privé, lorsqu'on vous confie une entreprise, on donne les clés. Et vous avez des résultats. Quand ça ne marche pas, on n'attend pas que ce soit l'agonie. Au premier conseil, on vous tire les oreilles. Malheureusement, je pense que le Cameroun, ça n'est plus tard. Mais je pense véritablement qu'en dehors des services des secteurs stratégiques, il faudra que le Cameroun s'ouvre au secteur privé. Mais le secteur privé d'abord national. Un mot à présent sur le championnat d'Afrique des Nations. Le nouveau glissement de date, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. La Confédération africaine de football a également tenu une session de son comité exécutif et des bonnes nouvelles pour le Cameroun. Vous êtes
forcément un fanatique, un amoureux du ballon rond. C'est des nouvelles qui vous apaisent, vous qui aviez certainement, comme beaucoup d'autres Camerounais, quelques inquiétudes sur la capacité du pays d'Albert Roger Millet à tenir le pari de l'organisation de ces 2 événements continentaux africains. Est-ce que vous vous êtes senti plus ou moins soulagé ou inquiet au regard du nouveau délai qui est prescrit par la CAF? Je dois dire que je suis un peu choqué. Parce que, contrairement à ceux qui pensent que c'est une bonne chose, si vous regardez sur le plan, parce qu'il faut voir le versant économique de cette histoire, il y a des entrepreneurs qui ont investi en attendant la Coupe des Nations de l'année passée. Bon, il y a glissement, c'est un mot qui est à la mode. Ils ont continué à investir, à tenir le bout en se disant que bon, l'année prochaine, ce sera le moment d'éclore et d'essayer d'amortir un peu. Lorsque vous renvoyez ça d'un an, peut-être on n'avait pas d'autre choix. Parce que Covid-19 aidant, on n'avait pas les moyens véritablement de contenir tout ce monde-là et de gérer la pandémie. On peut comprendre. Donc en même temps, ce n'est pas un problème que le Cameroun aurait été prêt ou non. Le Cameroun avait à être prêt. Quel que soit le cas. Je pense que le moment a été donné pour ça. Maintenant, le nouveau sursis ne semble pas être du fait du Cameroun. C'est la pandémie. La CAF a peut-être pris la bonne décision, mais ça va faire des ravages économiques. C'est embêtant. Les ravages ont commencé avec la crise. Hein. Si vous passez devant les hôtels, la plupart sont fermés. Je ne sais pas comment on aurait pu faire autrement, mais le fait est que ce nouveau renvoi va faire des ravages sur le plan économique. Ajouté à ça la pandémie de Covid-19, je n'ai pas l'impression qu'un an plus tard, les gens auront le même engouement pour investir. Vous savez, lorsqu'une banque vous prête de l'argent pour monter un projet, pour l'exécuter, les différents en termes de remboursement dépassent rarement les 6 mois. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont investi, qui sont tenus au remboursement avant que l'investissement ne commence à être rentable. Dans ce niveau-là, il y a un souci. Mais pouvait-on faire autrement? J'ai dit non. Maintenant, sur le plan économique, qu'est-ce que le Cameroun doit faire? Le Cameroun, qui doit continuer à maintenir son économie en termes de régulation, l'État doit tenir compte de tous ces enjeux. Pas seulement de faire la fête que bon, on a le temps de finir les entrées des stades, les hôtels. Non. Le secteur touristique, le secteur hôtel où les gens ont investi beaucoup d'argent doit être cette fois soutenu. Parce que je ne suis pas certain qu'ils puissent tenir encore 1 an sans recette. Donc l'État doit faire... Moi, au-delà de ça, il faudra qu'on trouve une forme de plan Marshall de manière que l'économie ne puisse pas sombrer à cause de ce nouveau report. L'économie a déjà été frappée suffisamment à cause de Covid-19. Maintenant, je pense que c'est quelque chose de très grave qui va se passer parce que l'État n'a plus de choix que de soutenir le secteur économique. Vous parliez du Covid-19, sortant justement de cette phase d'échange avec vous sur le Covid-19. Êtes-vous favorable aux solutions endogènes? La bonne question, c'est que est-ce que je les consomme? Je peux vous dire que je les consomme. Et vous avez le sentiment que c'est efficace? Je n'ai pas seulement le sentiment. Moi, je les consomme pour le moment à titre préventif. Mais j'étais en consultation cardiologique chez un médecin dont je n'aurai pas le nom ici, il y a quelques semaines. Et un médecin, pendant qu'il me consulte, il était en main libre. Et un médecin chirurgien l'a appelé pour le féliciter pour son remède. Qu'un de ses patients avait pris, il était debout. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, c'est que vous savez que l'Occident a prédit l'hécatombe chez nous. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons sont certes des statistiques hospitalières. Hospitalières, je veux dire. Mais c'est quand même significatif. C'est un indicateur que ce n'est pas ce qui avait été prévu qui est là. Et quand ça n'arrive pas, ça veut dire c'est 3 choses. Une pandémie s'arrête de 3 façons. Soit la majeure partie du peuple est contaminée et on développe une immunité communautaire, soit on trouve le remède, soit on trouve le vaccin. On n'en est nulle part pour le moment. L'autre côté, c'est que comment on fait? Lorsque vous parcourez nos marchés, le port du mois, c'est une affaire d'initié. Ça veut dire que nous avons des solutions qui marchent. C'est pour ça qu'on n'est pas aussi contaminé qu'on le pense. Le chiffre de 12 000 est aujourd'hui fort parce qu'on a augmenté le niveau de test. Mais reconnaissons quand même que les choses sont faites. Moi, je vous dis qu'au-delà du discours chef de l'État, chaque jour, moi, je vois des gens consommer appelons ça comme ça, nos décoctions, et ça marche. Maintenant, le problème, c'est que face à la science occidentale, nous aurons d'énormes problèmes pour les convaincre du fait que ça marche. C'est un engagement de souveraineté. C'est pour ça que j'ai apprécié le président malgache qui a consommé ce produit
Et des pays africains l'ont acheté. Donc, il faudra que le président, vous savez, lorsque le président parle, son discours doit être compris comme une instruction. Le président a encouragé les solutions endogènes, les chercheurs, le ministère de la Santé et les officiers doivent comprendre que le président leur demande d'accompagner le secteur de la médecine de chez nous. Et il faudrait bien qu'on arrive à un moment donné à parler aux autres en termes de labels. Malheureusement, nous n'avons pas une seule, une solution. On a des solutions. Il faudra qu'à un moment donné, qu'on ait des solutions qu'on a labellisées nous-mêmes, de manière à aller à l'assaut de la société scientifique internationale, de manière qu'ils sachent. Est-ce que c'est une chance pour l'Afrique en général et le Cameroun en particulier de valoriser la pharmacopée traditionnelle de cette pandémie? C'est un devoir. Ce n'est pas une simple chance. Vous savez, lorsque vous arrivez à produire, vous n'êtes plus très dépendant. Imaginez un seul instant que si demain le vaccin sortait et les filles qui ont investi, le vaccin va coûter très cher. Le Cameroun sera obligé de subventionner la question des vaccins pour préserver sa population. Mais si entre-temps nous avons des solutions endogènes qui ne nous coûtent pas grand-chose, parce que je pense qu'il y a des Camerounais qui ont encouragé ce solution. Le président l'a également fait. J'ai vu Monseigneur Cléda chez le Premier ministre. Je sous-entends que c'est déjà un accompagnement. On n'a pas envie de tout dire, mais ils sont accompagnés. Nous avons des solutions qui peuvent contenir la pandémie. C'est déjà bien. Ça permet qu'on fasse des économies budgétaires le moment venu. Quand le vaccin va arriver, ou le remède, il va trouver que nous avons déjà nos solutions et on n'aura pas besoin de tant d'argent qu'on aurait eu parce que ce remède va coûter très cher. C'est parce que ça va apporter de tous les Camerounais. Le gouvernement ou l'État va être obligé de subventionner. Mais si nous avons déjà des solutions, c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de ce financement de plus pour acquérir les vaccins pour les populations. Je vous propose, Monsieur Sylvestre Lebel-Dieng, que nous prenions la deuxième articulation de cette émission ce soir pour parler de l'Union des populations du Cameroun, de la municipalité de Makak et de la décentralisation. Tout de suite. Voilà pour cette deuxième articulation. Monsieur le maire, je propose que nous revenions rapidement sur la formation politique qui est le vôtre, l'Union des populations du Cameroun. Parlons-en, après pratiquement 6 années de traversée de désert, votre formation politique au terme du double scrutin municipal et législatif du 30 septembre 2013, avec très exactement 179 conseillers municipaux. Vous étiez à la tête d'au moins 6 municipalités. Vous comptiez 3 députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. En 2020, c'est un fiasco, pour ne pas dire une hécatombe, qui a été enregistrée par votre formation politique. Mais j'aimerais qu'on comprenne les querelles de leadership aujourd'hui que l'on observe au sein de l'Union des populations du Cameroun. En prélude à ce double scrutin municipal et législatif du 30 septembre 2013, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, avait eu des concertations avec les différents chefs des tendances UP6. Il y en avait 6 au total. Que s'est-il passé pour que, en 2020, les mêmes causes produisent les mêmes effets? Bon, d'abord 2020 est complètement différent de ce qui s'est passé avant. 2020 ressemble à 55 lorsqu'on a dissous l'UPC. Je rappelle que dans ce sens que l'État régule toutes les associations à travers son ministère dédié aux associations et donc politique également. Mais la loi est ce qui encadre cette régulation. À aucun moment, la loi ne permet à l'État, même pas au chef de l'État, de se mêler de l'organisation du fonctionnement d'un parti politique. Oui. Pas du tout. Ce qui s'est passé en 2020 est la manifestation d'imposture. Ça veut dire que quelqu'un, fut-il ministre, se lève un matin et décide en marge de toutes les lois de nommer un dirigeant à la tête d'un parti politique. Pourquoi vous n'avez pas condamné ce type d'attitude en 2013? Non, l'État n'a désigné personne en 2013. Mais il y a eu une concertation entre 6 leaders des tendances UP6 que je peux citer. Oui. On peut citer CD qui était bel et bien présent. On peut citer également vous les connaissez, ils sont 6 donc, qui ont pris part à la concertation qui a eu lieu très exactement. C'était le 3 juillet 2013. Au terme de cette rencontre, il y a eu 2 résolutions. J'aimerais qu'on s'arrête là pour comprendre finalement le déroulé de ce qui se passe au sein de l'UPC. La première résolution, c'était la mise sur pied d'un comité provisoire inclusif qui comprenait les 6 tendances UP6. Les 3 tendances composées de 6. Très bien. Et qui allait désigner les candidats
issus du consensus qui allaient concourir pour ces joutes électorales. Tout à fait. La deuxième résolution au sortir de cette rencontre de Yaoundé, présidée par René Emmanuel Sadi, l'actuel ministre de la Communication, qui était ministre de l'administration territoriale, c'était l'organisation à une date ultérieure d'un congrès unitaire de votre formation politique. Tout le monde a applaudi au sortir de cette rencontre, mais après les élections du 30 septembre 2013, on a senti qu'il y avait des velléités personnelles. Certains ont commencé à tenir leur congrès de manière unilatérale en violation de cet accord entre guillemets qui avait été trouvé à Yaoundé. Pourquoi à ce moment vous n'avez pas dénoncé l'implication de l'administration camerounaise dans la recherche d'une solution consensuelle pour réunir toutes les parties dissidentes de votre formation politique? Très bien. En réalité, en 2013, René Emmanuel Sadi a réglé un problème qu'il avait créé. Ça veut dire que lorsqu'un parti tient un congrès de façon régulière, c'est-à-dire la mission est déclarée, vous autorisez que le congrès se tienne. C'est-à-dire que vous avez reconnu qu'il y a des gens qui parlent de ce parti. Ce congrès siège, désigne des représentants, on vous transmet les changements intervenus dans ce parti, vous en prenez acte, comme la loi vous le demande, et lorsque vous acceptez notre congrès d'autres personnes après, sans donner leur nom, vous avez créé un problème. Donc en 2013, et je dois dire ainsi, après la mort de Gustin, parce que les tendances à l'UPC, ce sont des courants qui vont au-delà de ce que vous connaissez. Ce n'est pas seulement une affaire de bas port, de machin, ce n'est pas ça. Mais je voudrais, pour rester concis, parler de cette période que vous aimez bien. Oui, sur cette période. En 2013, à aucun moment donné, René Sadi n'est intervenu pour désigner qui que ce soit. René Sadi a réuni les gens en leur disant, sans le dire, nous avons causé toi à votre parti, mais nous vous donnons l'occasion de parler. Oui. Et le comité provisoire n'a pas été créé par René Emmanuel Sadi. Ça a été créé en dehors de son bureau. Les UPC se sont retrouvés ailleurs et ont décidé de... On attendait qu'il désigne un directoire. C'est-à-dire qu'il désigne un président, un secrétaire général consensuel. Ils ont choisi de faire ce qu'ils ont appelé le comité provisoire, qui avait pour tâche, qui avait pour essentielle tâche deux choses. Oui. La première, c'est aller aux élections. Ce qui a été le cas. Ce qui était le cas. Avec un succès Et je rappelle à la clé. Donc, ça a produit un effet positif. Un relatif succès. Oui, mais après pratiquement 6 années de passage dans le vide. J'en viens. Il dit, après donc ces élections, oui, il était question qu'on aille à un congrès unitaire. Unitaire étant entendu comme ceux qui étaient dans le comité provisoire. Parce qu'il y a bien des UPC en dehors de ce comité provisoire. Il faut le reconnaître. Parce que la famille UPC est plus large comme vous le pensez. Oui. Ceux qui étaient au provisoire devraient aller au même congrès. Et à l'époque, il y avait 6 membres du comité provisoire qui s'étaient partagés le territoire camerounais. Oui. Ils investissaient là où ils estimaient qu'ils étaient présents. Ça a été fait. Au sortir de là, il fallait aller à un congrès. Papi Doumbé, à son nom, est mort entre-temps. Et donc, il restait 5 membres du comité provisoire. Oui. Dans un pays démocratique. Lorsque 4 sur les 5 restants organisent un congrès, et si la demande de tenue d'un congrès, la déclaration de tenue d'un congrès, ce congrès s'est tenu. C'était effectivement un congrès, je veux dire, unitaire. Est-ce que ce n'était pas en violation justement de la mise sur pied de ce comité provisoire inclusif? Non, pas. Je vous ai dit que ce n'est pas Emmanuel Sadi qui a mis le comité provisoire sur pied. Je ne dis pas qu'il l'a mis. Bon. Je dis qu'au terme de cette concertation, au terme de la concertation avec le MINAT de l'époque, vous avez décidé de mettre sur pied un comité provisoire inclusif. Absolument. Et ce comité provisoire inclusif a produit 2 résolutions. Et ces 2 résolutions, c'était justement la liste consensuelle et puis la tenue d'un congrès unitaire. Et le congrès, c'est effectivement, il était unitaire. À la différence que celui qui pense qu'il... Comment ça, il était unitaire alors qu'il y a eu... Je vous ai dit qu'il y avait... Il y a eu des tendances qui ne se reconnaissaient pas dans ce congrès. Non, pas du tout. À l'époque, il y a 5 membres. Il y avait 6 membres du comité provisoire. Lucas Basile, Papi Doumbé, Bapo Lipote, Nrab Sende, Zoning et l'économiste qui est mon ami... Wandi Bernard, ça va être les 6. Nous sommes allés à un congrès avec les signatures de Wandi Bernard, de Sende, de tout le monde sauf Vapor. Et à l'époque, le préfet avait dit que celui qui ne viendra pas à ce congrès, qu'il ne parle plus au nom de l'UPC. Ça a été fait. Malheureusement, Vapor a continué à naviguer comme il voulait. Et maintenant, vous avez des gens qui pensent que l'UPC étant l'âme du peuple camerounais ne doit pas fonctionner normalement. Et c'est pour ça qu'au-delà de ce congrès qui était véritablement unitaire, parce que c'était déroulé en présence du représentant de l'État du Cameroun. Voilà. Avec tout le nécessaire qu'il faut avoir pour tenir un congrès.
Ce congrès a désigné un bureau. Le ministre en a pris acte, comme la loi le demande. Et ce bureau a convoqué un congrès 3 ans plus tard, comme le disent les textes actuels. Malheureusement, pour des raisons que nous n'arrivons pas à comprendre aujourd'hui, je crois en juillet, le 17 ou 18 juillet 2018, on voit un acte adressé, le ministre écrit à ses collaborateurs pour leur dire de reconnaître désormais comme secrétaire de l'UPC, entre autres parce qu'il y avait le CPP, il y avait également le Maniden. Donc c'est un acte de dégoisation d'un parti. Dans un pays normal, lorsque un ministre fout les lois de la République au pied, on le démissionne. On ne l'a pas fait. Mais nous nous sommes dit que comme en 1955, c'était le piège qu'on tendait à l'UPC. Vous savez, il y a plusieurs façons de dissoudre un parti politique. On peut pousser à la faute de manière que on vous pose un acte illégal, que vous tombiez dans le piège de la rébellion, et on vous taxe, et on vous suspend, on vous dissout même. Nous avons dit, malgré tout, nous sommes en République et nous allons saisir les juridictions compétentes. Nous avons fait comme on fait en droit. Recours gracieux préalable au MINAT. Pas de réponse. On est allé au recours contentieux. Nous sommes allés jusqu'à un moment donné où le ministre a estimé qu'il en a fait trop et il nous a convoqués à son bureau. Nous n'avons pas demandé à rencontrer le ministre, il nous a invités à son bureau et il nous a dit, parce que j'étais dans ce bureau ce jour, il a dit, le contexte qui a prévalu avant les élections étant terminé, présidentielles étant terminé, il faut qu'on rentre au fonctionnement normal. Il parlait seul et on s'est dit, ce n'est pas la peine d'accabler quelqu'un qui veut régler un tort qu'il a causé. Malheureusement, c'était encore une entourloupe. Parce que le courrier qu'il sort, au départ, je pense que comme il est anglophone, il l'a écrit lui-même. Parce que je rappelle que lorsque vous le lisez, vous ne trouvez pas les visas d'un courrier normal d'un ministère. C'est un courrier qui a été préparé au cabinet. Je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il a le droit. Mais étant anglophone, peut-être qu'il a dit des choses, il a écrit des choses qu'il ne pensait pas. Mais malheureusement, à l'usage, on s'est rendu compte que le ministre est dans sa logique. Et il allait au-delà de prendre l'argent du parti qu'on appelle UPC. De le donner à un individu qui n'avait pas qualité pour les élections. Pourquoi vous dites qu'il n'avait pas qualité? Il n'en avait pas la preuve. S'il avait qualité, je pense que le conseil lui aurait donné raison. Oh, vous êtes en train de parler de cet individu qui a été député de la nation? Donc je suis resté le suppléant pendant qu'il était député en plus. Il était député de la nation investi par une formation politique. C'est des questions, il a été investi par l'UPC. Très bien. Pourquoi vous parlez d'un individu? Attendez, j'étais son suppléant. Mais lorsque je parle du député, je l'appelle honorable. Lorsque je parle de ce titre qu'on lui a donné, je dis un individu, un imposteur d'ailleurs. Je vous le dis sincèrement, et il le sait. On reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus avec votre permission, mais j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur une des curiosités. Monsieur le maire, le parti d'Ernest Ouadjé, d'Abel Kingen, de Ruben Oumniobé, d'Osende Afana, et j'en passe, tout à fait, a fait comment pour se fragmenter en plusieurs tendances? Bon, je veux dire quelque chose. Au départ, l'UPC, c'est le mouvement de libération nationale. Ce n'est pas un simple parti politique avec une discipline fermée. Si vous lisez les textes, vous allez voir que l'UPC est le seul parti qui peut avaler d'autres partis par un acte de comité directeur. Qui peut même encore. Ça veut dire que... Mais vous êtes cantonné aujourd'hui. On vous cantonne à une aire géographique et vous estimez que vous avez... que je continue. Chaque parti a des dirigeants. Un dirigeant n'est toujours pas un leader. Et c'est pour ça qu'à son époque, Oumniobé a fait des alliances, quelquefois ethniques et tribales, pour partager la vision que l'UPC avait. C'est comme ça que le Koumzé de l'Ouest a vu prendre un roi de chez eux pour devenir le président de l'UPC. L'UPC, donc, de façon originelle, est la manifestation de la démocratie faite parti politique. Ça veut dire que ce que vous appelez tendance pour nous n'est que la manifestation de la pluralité au sein d'un même parti politique. Nous avons le même objectif avant, c'était réunification. Pour arriver à la réunification, il ne fallait pas avoir la carte absolument, mais il fallait partager la vision de l'UPC, ça a été fait. Ce qui se passe plus tard, c'est que lorsque le parti est dissous en 1955, chacun va de son côté. Il y en a qui restent au Cameroun parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, il y en a qui vont ailleurs. Maintenant, le régime de terreur du parti unifié ou parti unique ne permettait pas que les gens qui étaient restés à l'intérieur militent normalement. Ceux qui sont partis à l'étranger avaient la chance d'être dans des régimes de liberté ou pouvaient continuer à militer.
Le premier conflit naît du fait que ceux qui sont restés à l'intérieur ne pourront pas militer, ont pour certains adhéré au parti unifié, peut-être pour la préservation de la vie. Pour d'autres, ils sont restés tranquilles chez eux. Et ceux qui pouvaient militer ailleurs trouvaient que ceux qui avaient adhéré au parti unifié avaient trahi. Voilà le premier choc. C'est un choc qui est structurel. Maintenant, lorsqu'on revient en 90, c'est un parti qui est dissous depuis 55, qui revient en 90. Donc, pour recoller les morceaux, chacun allait à son école. Il y en a qui sont allés à l'Ouest, qui sont allés à l'Est. Tout ça mis ensemble, il faut du temps. Parce que je ne parle pas de ça au passé. Il dit qu'il faut du temps pour que tout ce soit mis en musique. Mais jamais vous n'allez avoir l'unanimisme au sein de l'UPC. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif pour nous, c'est d'avoir un parti pluriel, complémentaire, mais où les gens sont solidaires parce qu'ils se battent pour la cause Cameroun. Dans ces conditions, attendez-vous toujours à avoir des sons dissonants apparemment. Mais ce qu'on dit, c'est que laissez-nous gérer nos dissonances, que l'État ne se mêle pas. L'État n'a aucune raison de venir au nom du fait qu'on ne s'entend pas. Parce que dans nous, on ne s'entend pas. Il dit quoi? Je rappelle aujourd'hui que ceux qui étaient à l'extérieur, qui sont revenus à un moment donné, ont l'impression que ceux qui sont restés ici n'ont pas milité. Ceux qui sont restés leur disent que vous étiez là où vous pouvez militer en buvant le champagne. Ce choc-là fait que les gens s'entendent. Mais au-delà de ça, je rappelle qu'en 91, lorsque le M. Benz revient, la vérité c'est que l'UPC avait été réhabilité, je crois, en 62. Et donc l'UPC n'avait plus besoin de subir cette nouvelle loi-là. Malheureusement, un autre choc, pendant qu'il y avait des camarades qui pensaient que nous étions un parti légal mais qu'on empêchait de fonctionner, il y en a qui pensaient qu'il fallait se mettre en phase avec la loi. Ça crée un autre choc. On a donc l'impression que le gouvernement, ceux qui ont déposé le dossier en 91 étaient des anciens membres du parti. Il faut le dire aussi. Mais je rappelle qu'il n'était pas le seul homme Melonais que tout le monde venait à l'UPC. Était dans le RDPC, la même était député de RDPC. Quand l'UPC est revenu, donc c'est pas ça le problème. Donc je dis, en réalité, il faudra qu'on comprenne que l'UPC n'est pas comme les autres partis politiques. Ce que vous appelez tendance, c'est la marge de la démocratie au sein du même parti. Maintenant, il est constant que les égoïsmes, les égos surdimensionnés, vous n'avez pas de problème de leadership. Je rappelle que nous avons un problème de compréhension de nos textes. Parce que nous, vous estimez que ce n'est pas un problème de leadership? Non, c'est un problème de leadership, mais je l'explique. J'ai dit, lorsque vous avez dans des textes, les textes ont été faits à un moment, dans un contexte de, je peux dire, de guerre froide, oui, où on estimait que on pouvait ne pas se retrouver avec, on pouvait sortir le matin à 5 et rentrer à 2. Donc, on a fait des textes pour exister et résister. Ça veut dire que dans les textes de l'UPC, à aucun moment, lorsqu'on parle du bureau au niveau national, vous n'allez voir le simple mot président. Mais il y avait bien un président. Dans les statuts, les statuts disent le Congrès est lié au même moment un secrétaire formé de 4 membres et un bureau. Ne donne pas la composition du bureau, mais donne la composition du secrétariat. Une lecture consiste à dire que c'est le secrétariat qui dit parce que les membres du secrétariat sont cités. Une autre lecture consiste à dire que comme il y a quand même un président, c'est le chef du parti. Et du coup, la compréhension, c'est que le leader n'est pas toujours celui qui dirige le parti. Vous comprenez, hein? Oumou Yobron n'était pas chef du parti, mais il était leader. Parce qu'il avait pris de l'envergure et il avait l'aura. Le problème aujourd'hui au niveau de l'UPC, c'est que chacun de nous préfère être petit président ou petit secrétaire général d'une parcelle de l'UPC, non. Et du coup, les gens se battent pourquoi? Je n'ai pas vu les gens se battre pour installer les structures du parti. Les gens se battent parce que chacun veut aller négocier avec le pouvoir. Ce leadership n'est pas purement, je peux dire, c'est un problème de calcul politique individuel. Sinon, je ne vois pas quel devrait être le conflit entre le secrétaire général, le président ou le vice-président, si chacun veut faire le parti. Parce que dans tous les cas, pour installer des structures de base dans un coin, je n'ai pas envie d'avoir l'autorisation du secrétaire général du président, non. Donc les gens se battent. Le leadership aujourd'hui est un problème de calcul, il faut le dire ainsi. Parlons du congrès qui a abouti à l'élection de Baleket Cote, oui, au secrétariat de votre formation générale de votre formation politique. Certains estiment que c'est un congrès qui a été convoqué en violation des textes et statuts de l'Union des populations du Cameroun. Tout à l'heure, vous parliez des structures de base. Parlons justement, est-ce que ce congrès a été précédé justement de l'organisation du parti à la base? Est-ce que vous avez installé les comités de base? Est-ce que vous avez installé les comités centraux? Je crois que les textes prévoient également. Est-ce que vous avez également installé les délégués
les délégations régionales, je crois Non, que c'est également les sections régionales. Sections régionales, avant évidemment la convocation du grand congrès. Est-ce que ces étapes-là, est-ce que dans la structuration, ça a été respecté pour que l'on aboutisse au congrès qui a abouti à l'élection En 2017, vous voulez dire, tout à fait. Effectivement, nous avons organisé le parti. Le parti a eu ses structures de base organisées et installées. Mais comme tous les partis, l'organisation n'est pas la même partout. Et c'est pour ça que pour ne pas, parce que vous allez encore taxer, c'est pas comme vous allez prendre ça. Il y a des gens qui s'organisent plus facilement que les autres, en fonction de là où on se trouve à un moment donné. Il y a des endroits où c'est très difficile de s'organiser. Mais pour autant que si, dans la Sénégal Martinique et que le Vouri, il y a des structures régulières qui sont installées, et qu'il y a des militants dans le sud, au nord, parce qu'au nord également, il y avait des structures. Mais il y avait des zones qui n'avaient pas de structure. Et pour avoir un congrès inclusif, il ne faut pas seulement tenir compte de l'existant. Parce qu'un parti gère l'existant, mais il prospecte, il fait de la prospective également. C'est pour ça que le congrès 2017 avait bel et bien des délégués des structures de base, mais également des délégués que nous avions mis pour faire la politique des drapeaux. Ça veut dire que si vous avez une zone comme, disons ça comme ça, en Vomeka, même s'il y a un seul UP6 là-bas, vous n'avez pas dit que parce qu'il n'a pas un comité de base qui est déjà formé, il ne viendra pas au congrès. Il vient au congrès, et pas à part entière au congrès, parce qu'il va devoir rentrer pour populariser le mode du parti. Donc, nous avions à la fois les structures de base bien organisées au congrès, mais également des délégués des zones où le parti n'est pas suffisamment organisé et qu'on prévoit d'organiser après. Ce qui est le cas, ça aurait été le cas si monsieur le ministre de l'Acte n'avait pas fait un coup bas à l'UPC, on aurait les structures organisées partout au Cameroun. Je rappelle que moi, j'ai fait 11 jours au nord pour vérifier les des structures, il y en avait. Je vous dis ce que j'ai vécu. Dans la Sénégal, il y en avait. Dans le Vouri, il y en avait. Dans le sud, en Vengue, il y en avait. À Tibi, il y en avait. Il y a des zones où c'est difficile. Vous savez, à l'ouest, il y a la floraison de milliardaires. Il faut le dire ici. L'ouest du Cameroun, qui était un bastion historique de l'UPC, a des problèmes. Vous savez que c'est de ce côté-là que le SIF, que le MRC et autres, les milliardaires des RDPC ont bâti leur politique. Et du coup, ces UP6 qui quelquefois n'ont pas les mêmes moyens, à l'ouest notamment, ne peuvent pas être bannis de l'UPC parce qu'ils ne sont pas organisés. C'est la seule zone où on accepte encore des structures régionales. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas de section régionale, il y a des coordinations régionales qu'on a acceptées en leur temps. Mais c'était un peu comme pour choquer une voiture. Lorsque votre batterie ne marche pas bien, vous ne garez pas la voiture, si vous êtes en route, on vous pousse, vous choquez, vous démarrez, mais pour aller refaire la batterie après. Donc, pour me résumer, le code de mission a été organisé selon les règles de l'art, le bureau a été mis en place, le dossier a été transmis au MINET, qui a pris acte. Parce que ça, on ne dit pas ça souvent. Le congrès s'est terminé par l'élection de Pierre Valéry au secrétariat général, Mme Bibaïssa à la présidence, et le bureau a été complété et transmis au ministère de tutelle, qui a pris acte selon la loi. La bonne question, c'est que comment le même ministère a pris acte et en même temps désigné quelques mois plus tard quelqu'un qui n'avait pas qualité. Quels sont vos rapports avec l'honorable Bapot Lipote? Je vous ai dit que j'ai la chance d'avoir été son suppléant pendant toute sa mandature. J'ai battu campagne avec l'honorable Bapot Lipote pour être, moi, député suppléant et maire, lui, député. Nous avons de très bons rapports, rassurez-vous. Mais nos rapports sont divers et diversifiés. Chaque fois qu'il s'appelle secrétaire général, nos rapports s'arrêtent. Chaque fois qu'il va s'appeler secrétaire, on va s'arrêter. Il est honorable, nous nous sommes battus pour qu'il le soit. Nous nous sommes battus pour que je sois maire, pour que je sois suppléant. Mais au-delà de ça, ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on dirige le parti. C'est le congrès seul qui désigne ses dirigeants. Donc l'honorable Paul et moi, nous sommes d'abord des frères. On appartient à la même aire géographique. On n'a pas de problème particulier. On ne suit pas de terrain. Mais nous avons un seul différent, c'est qu'il se targue d'un titre que l'UPC ne lui a pas confié. Et vos rapports à présent avec Baleket Kote? Baleket Kote, c'est un... Et pourquoi avoir désisté alors que vous étiez pressenti à cette fonction de secrétaire général? Bon, disons que nous étions plusieurs candidats. Et je n'ai pas seulement désisté en 2010, en désistant en 2014. Je vous raconte une anecdote. Hein. En 2014, je suis beaucoup plus pressenti pour être secrétaire général. Mais nous tenons une réunion, vous savez, lorsque vous allez en politique, vous ne pouvez pas imaginer que vous n'avez plus d'aînés, vous n'avez plus de frères, vous n'avez plus d'amis. La politique, ce n'est pas la guerre. Lorsque j'ai été appelé par le docteur CNDP à son âme, à l'époque, le matin du congrès 2014, il m'a appelé affectueusement mon fils. Moi, j'ai supporté Kodok pendant 20 ans. Supportez-moi 3 ans.
laissez-moi les compétences, je voudrais gérer le parti pour vous le laisser. Ça m'a touché, je me suis dit, je ne voulais pas commettre un parricide. C'est-à-dire que j'étais certain que dans son état physique et son état de santé à l'époque, en 2014, il ne fallait pas que les malheurs proviennent de moi qui suis son fils. J'ai donc désisté par respect à son âge, par respect au fait que c'est mes aînés. Il n'y avait pas la politique à ce moment-là. Ce n'était pas un problème de connaissance. En 2017, ce n'est pas le cas. En 2017, je me rends compte que dans ma profession de foi, qui est la mieux élaborée du Congrès, il y a des accointances très intelligentes avec le docteur Pierre Valégalencourt, qui veut la reconstruction de la grande famille upéciste, qui veut un parti responsable, qui veut un parti qui va d'abord conduire, qui va d'abord être lui-même. Je me dis, au lieu qu'on se batte alors que nous voulons conduire la même politique, autant se mettre ensemble. Une fois de plus, Valégalencourt est mon aîné, et vous savez, dans la culture bantou, c'est vrai que je n'accepte pas ça en politique, mais il est arrivé de temps en temps que j'ai mis en ligne. Je me suis dit, bon, pourquoi me battre avec un aîné? Voilà, c'est tout. Maintenant, nous avons, bon gré mal gré, nous avons élu secrétaire général, nous tous. Parce que, pour être vrai, c'est le premier secrétaire général qui a été élu qu'on vote. En 91, en Consamba, Kodoka a été élu par acclamation. Et avant, et même après. Bagre, c'est le type qu'on a voté bulletin après bulletin. Nous avons des rapports d'un secrétaire général et d'un adjoint. Ça veut dire quoi? Je me rappelle encore, le président, je crois, Mitterrand avait dit à Chirac, un premier ministre, ça se tait ou ça démissionne. Lorsque vous êtes l'adjoint du secrétaire général, vous êtes son adjoint. C'est vrai que j'ai un pan de prérogatives qui me permet d'évoluer, mais vous savez, lorsque vous ne pouvez pas dire une chose et faire le contraire. Moi, je tiens à un parti fort. La force de ce parti doit résider dans sa solidarité, dans sa complémentarité. Donc, il n'est pas question de montrer que tel est faible. Lorsque votre camarade a faibli, si vous avez moyen, il faut le renforcer. Donc, je suis le secrétaire général adjoint, dans la jeune Valégalencourt, et nous avons de bons rapports. Évidemment, nous n'avons pas d'obligation de nous entendre sur tous les sujets. On ne nous entend pas sur tout, mais les facteurs de convergence sont de loin supérieurs aux facteurs de divergence. Nous avons donc de bons rapports politiques. Très bien. Maintenant, nous avons en plus le fait que nous partageons, une fois de plus, peut-être de trop, la même aire géographique. Que s'est-il passé concrètement en 2018? En 2020, j'y arrive. Oui. Avec votre formation politique, pour que les listes de l'Union des populations du Cameroun soient écartées par le Conseil constitutionnel. Ce qui s'est passé en 2020, c'est, je veux malgré tout rester républicain. Je voudrais rester républicain au maximum. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons vécu un hold-up. C'est un mot à la mode, mais c'était un hold-up. Ça veut dire que la loi dit bien comment on désigne les dirigeants d'un parti politique. L'UPC désigne ses dirigeants comme ça et investit ses candidats. Je rappelle que l'UPC a investi au sénatorial. Il n'y avait pas de problème. Au municipal, au législatif de 2020, l'argument de l'ECAM et du Conseil en disant qu'il y a plusieurs listes est complètement fallacieux à cause de deux choses. Déjà que sur la pratique, il y avait une seule liste à Pouma, une seule liste à Mvengue, une seule liste à Ndom, mais celles ont été écartées. Une seule liste à Douala, troisième. Donc c'était un argument passe-partout, parce que la décision avait été prise ailleurs. Mais au-delà de ça, le gouvernement camerounais a permis, l'absence camerounais a permis que quelqu'un dont la mission, et puis je le pense fermement aujourd'hui, dont la mission est de détruire l'UPC. Je ne sais pas. Vous faites allusion à qui? À Luna Bapolipot, qui s'est assigné depuis mars 2018 la mission de tuer l'UPC. En allant signer des alliances alors qu'il n'avait pas qualité, en continuant dans le même sens, en se faisant prévoir des postes qu'il n'avait pas. Il a réussi, mais malheureusement, je vais vous dire quelque chose. L'UPC est comme la mer. La mer ne s'accommode pas de saleté. Je peux te dire que l'UPC va manquer à Luna Bapolipot. Vous imaginez, s'il cherchait à être ministre au PCA, il est. Mais l'UPC est l'âme. Ça ne disparaît pas, ça va lui manquer. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il est comme un paria. Lorsque vous estimez que vous avez été député pendant 6 ans, et que vous pouvez mobiliser 100 personnes, même dans votre population, c'est un problème. Bapolipot était en 2013 le chouchou des populations parce qu'il faut le reconnaître, c'était un battant de la politique. C'était un mobilisateur, même malheureusement, les autres qu'il a posés ont amené. Je peux dire que pour les UPCistes,
Nous pouvons peut-être pas pardonner, mais nous comprenons le régime en place dans leur guerre contre l'UPC depuis 1955, mais nous ne comprenons pas Bapor. Je voudrais qu'on dise un mot rapidement sur votre mandat à la municipalité de Makak, très rapidement. On est pris par le temps. D'abord, vos rapports avec l'actuel maire de la commune de Makak, vous diriez c'est des rapports extrêmement harmonieux ou extrêmement tendus? J'ai la particularité d'être arrivé à la mairie de Makak en dansant. En chantant, je suis parti en dansant. Lorsque nous avons passé le service à la commune, je me suis dit, le maire élu n'a rien fait contre moi. Je n'ai pas été battu au vote pour que j'ai quelques ressentiments, pas du tout. Je me suis dit, les fils de Makak se valent en matière de gestion communale. Un Makako est parti, un autre vient. Je lui ai offert toute ma collaboration. Je continue d'ailleurs à le faire. Mais je ne peux le faire que sur réquisition. C'est-à-dire qu'il faudra bien... Vous savez, lorsque vous êtes à un poste, il ne faut pas hanter celui qui est là avec votre présence. Le matin, vous allez à la mairie. Non, vous n'avez pas à devenir son juge. Nous avons donc des rapports de frères, parce que nous sommes de la même commune. Nous avons des rapports entre un ancien maire et un nouveau maire. Et vous savez, généralement, le nouveau maire estime que pour progresser, il faut taper un peu sur l'ancien maire. Bon, je ne sais pas si ça lui réussit, mais toujours est-il dit que moi, je maintiens ma posture de natif de Makak, qui à aucun moment donné ne doit être un inconvénient pour le nouvel exécutif municipal. Bien au contraire. Je voudrais bien, s'ils le veulent et s'ils me requièrent, être le prolongement de leurs bras là où ils ne peuvent pas arriver. Être le prolongement de leur intelligence là où ça peut être nécessaire. Donc, nous avons des rapports sains, mais nous n'avons pas un devoir d'amour. Nous sommes des gens de Makak. Nous avons le devoir de cohabiter, de vivre ensemble. J'aimerais, avec la complicité de la réalisation, que nous prenions la dernière transition de cette émission pour avoir quelques réactions et vous permettre de réagir aux réactions des téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. À tout de suite. On prend quelques réactions. Monsieur Sylvestre Lebel-Niak-Niak. D'abord, bonsoir, belle émission. Je suis un ressortissant de Koumkoum, un village de Makak. Monsieur le maire, pourquoi avoir aidé une famille à s'accaparer de tous les fonds de plus de 10 millions de francs CFA dans le cadre du financement du GIC JICOMAC de Koumkoumou? La population Koumkoum, la population, dit-on, est en colère contre vous. Est-ce vrai ou faux? Bon, déjà, je ne pense pas que ces populations puissent être en colère contre moi, parce que j'ai plutôt protégé ces fonds. Mais il faut que j'explique un peu. L'appui que le MINMES apporte au GIC ne passe pas par la mairie. C'est-à-dire, le carton vient en mettant appui au GIC, je ne sais pas moi comment ça s'appelle, Kokoum. Tout ce que le maire a à faire, c'est qu'il est maître d'œuvre. Il doit veiller à ce que ça se passe. Dans le cas précis, je dois encore dire que ça se passe pas que c'est pas comme dans les marchés publics, c'est un appui. Vous remettez l'appui et on exécute le projet après. C'est pour ça que l'appui a été remis aux concernés. Malheureusement, ils n'ont pas exécuté tel qu'on se serait attendu. Mais ils savent que lorsque nous sommes allés en réception, nous avons émis des réserves que nous n'avons pas levées jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Bonsoir. Donc, de ce côté-là, je pense que là, la réponse. Bonsoir, monsieur le maire. Comment faites-vous pour garder cette jeunesse après 60 ans? Non, pas après 60 ans. Donc, disons que je ne fais rien de particulier. J'ai fait un effort pour ne pas trop demander au bon Dieu, en me disant que le bon Dieu a 5 milliards de bonhommes comme moi à gérer. Lorsqu'il me permet de courir le matin, je lui dis merci. Maintenant, j'ai la chance d'avoir le minimum. J'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient. J'ai la chance d'avoir des amis. Et je n'envie personne. Je ne suis pas jaloux. Vraiment, je ne suis pas jaloux du tout. Je me contente du peu que Dieu me donne. Très bien. Comme je suis quelqu'un qui n'aime pas vivre seul, je garde la bonne humeur. Et l'impression qu'on a, c'est que je ne vais nulle part. Mais je voudrais encore rester comme ça plus longtemps. Peut-être une géographie ce soir. Bonsoir, monsieur le maire. Pour dire vrai, il a fait du bon travail. C'est Da Silva au Mario depuis la commune de Matom qui nous a écrit ce message. Avec la complicité de la réalisation, on prendra rapidement la une de quelques journaux qui paraîtront lundi sur l'ensemble du territoire national. Et on va commencer cette revue des unes par la une du journal La Météo Bi Hebdo qui titre
Non au cannibalisme tribal, le soutien de Nicole Okala à Mungubeliga, c'est le sujet qui est à lire en dossier dans les colonnes de ce journal. Info Matin, quotidien, titre sur la mort programmée d'Amungubeliga, lui aussi dans le coup. C'est une information qui est à lire en forme interrogative dans les colonnes de ce journal de Dieudonné 20. Le quotidien, pour sa part, titre sur la prime du sacrifice, le personnel de santé aux petits soins, selon la une de ce journal. Pour le Pélican, la santé publique est une préoccupation de tous les instants du président de la République, Paul Biya, qui vient de relever l'âge de départ à la retraite, selon la une du journal Le Pélican. Leader Presse, pour sa part, titre sur les soupçons qui pèsent sur Eloudou et Soba. C'est une information qui est à lire en grande une de ce journal. La retraite à 55 ou à 60 ans, c'est un nouveau cadeau du président de la République au corps des soignants. C'est une information qui est à lire en une de ce journal Réalité Plus. Sans détour, pour sa part, titre sur les marchés publics, près de 150 millions de francs CFA, et parle d'un droit de réponse qui révèle les autres contours de cette affaire. C'est une information qui est à lire en une de ce journal. La nouvelle, pour sa part, titre sur le contrat de ces 150 millions de francs CFA Vando Ayolo. C'est une information qui est à lire en grande une de ce journal. Le Dépendant, pour sa part, a choisi de revenir ce matin sur la panique qui ébranle le palais de l'Unité. C'est une information qui est à lire en une de ce journal. L'actualité qui est évoquée par nos confrères du journal Le Soir, Tri Hebdo, on espère la voir, revient sur le Covid-19 et a choisi de titrer sur les enjeux liés à la pandémie du Covid-19, une information qu'on va avoir dans les colonnes de ce journal Le Soir, Tri Hebdo. Le Zénith, pour sa part, titre en pied une sur le chantage du Septentrion, un journal qui revient sur le nouveau mouvement mis sur pied par quelques personnes originaires de la partie septentrionale du Cameroun, le fameux mouvement 10 millions de nordistes. L'équation, pour sa part, a titré sur le coordonnateur général de la diaspora Banel qui dévoile sa vision de développement des collectivités. C'est une information qui est à lire en une de ce journal. Pour l'avenir, la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est le sujet qui est à lire en une. Comment le Cameroun a évité l'escalade avec la Guinée équatoriale, la concertation de Yaoundé qui a réuni les délégations conduites par le ministre de la Défense du Cameroun et la Guinée équatoriale est le sujet qui est à lire en une de ce journal Avenir. Le journal Le Quotidien Émergence, pour sa part, titre sur un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Paul Biya négocie avec les Ambazoniens. La République Presse parle de la juste récompense du personnel médical à travers cette valorisation de l'âge de départ à la retraite. L'intégration, titre sur la crise anglophone au Cameroun et la vengeance du pardon. Covid-19, Esta Fête, pour sa part, parle d'esquisse de lecture géopolitique en grande une. La Voix du Centre, titre sur la série relative à l'élection au groupement interpatronal du Cameroun et nous présente le bilan de Célestin Tawamba en grande une information par laquelle d'ailleurs nous refermons cette revue des principaux journaux qui paraîtront dès lundi sur l'ensemble du triangle national. Merci monsieur Sylvestre Lebel-Niek d'être venu dans le cadre de cette livraison La Ligne Rouge ce soir sur Info Télévision. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos multiples contributions à l'échange ce soir. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bon dimanche et à dimanche prochain.